Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors aujourd'hui, on va partir à la rencontre d'un tout jeune auteur. Il signe son premier roman. Louis veut partir. David Fortems, je ne sais pas si on dit le S. On dit le S, ouais, Fortems. Fortems. On prononce toutes les lettres. On n'en laisse pas une de côté. Donc, David Fortems, bonjour. Bonjour. Vous êtes les bienvenus. Merci. C'est votre premier roman Ouais, que vous signez chez Robert Laffont. tout à fait. Bravo déjà. Merci. Vous êtes un tout jeune auteur, vous avez 24 ans. Vous allez repartir avec le prix Régine de Forges, on en parlera tout à l'heure, que vous êtes le lauréat donc de ce prix à Limoges. Mais d'abord, on va peut-être planter le décor. Louis veut partir. Alors, c'est l'histoire d'un jeune homme qui se suicide très rapidement, Ouais. dans le début de l'histoire. Ah oui. Donc, voilà, Oui. il est absent. Oui, parce qu'il attend 18 ans quand même. Hein. Oui, il attend ses 18 ans. Ouais. Mais dès le début de l'histoire, donc, il se suicide. Et donc, ça va être l'histoire de cet absent. Son père, il s'appelle Pascal. Lui, il travaille à l'usine. Ils s'entendent bien tous les deux. Et il va découvrir la vie de son fils après ce suicide, un petit peu par hasard, avec son téléphone portable. Et ça va être la découverte de cet enfant, de son homosexualité. Et puis plein d'autres choses encore qu'on va découvrir aussi avec vous. Un sujet plutôt difficile pour un premier roman. Pourquoi vous avez fait ce choix-là ? Si je me pose une question, c'est une question qu'on me pose souvent. Et je réponds souvent, je sais pas. Non, mais si, en fait. Non, parce que c'est pas le premier, on est d'accord. Je suis sûre que c'est pas le premier que vous avez écrit. Vous en avez écrit d'autres avant, non ? C'est le premier que j'ai. C'est le premier que j'ai fini, parce que j'en ai commencé 2 autres. Et puis en fait, il faut avoir le temps. En fait, le truc, c'est que pour écrire, il faut vraiment avoir le temps. Et moi, j'étais tout le temps, j'avais la fac et je travaillais à côté, j'avais toujours 1000 choses à faire. Donc, j'écrivais beaucoup. Et puis, à un moment, hop, un examen, un truc, 2 semaines passent. Et puis, en fait, l'histoire, elle avance. Moi, j'aime dire que l'histoire avance sans nous, quoi. Donc, au bout de 2 semaines, les personnages sont déjà loin, l'histoire est déjà, on a raté les wagons. Donc ces deux premières ébauches, on va dire, j'en étais très content, mais j'ai pas pu les terminer par manque de temps. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, je me suis dit, bon, là, on prend un peu de temps pour finir, au moins. Et c'était Louis veut partir. Et alors, le sujet ? Ah oui, et le sujet, bah oui, parce que c'était ça la question finalement, je réponds ce que je veux moi. Je fais mes propres questions-réponses. Non, mais et donc le sujet, oui, parce que j'avais déjà envie de parler des Ardennes. Donc ça, on oui, y c'est vient. vrai, j'ai oublié de dire. Ouais, donc on y viendra, mais c'est donc la prémisse un petit peu du livre, c'est de parler des Ardennes d'abord, puis ensuite, moi je voulais parler de choses qui me sont proches, donc le déterminisme social, l'homosexualité bien sûr, etc. Et puis donc je me suis donc j'ai fait macérer un peu ces thèmes dans ma tête. Et un jour, il faut quand même raconter une histoire, parce que les gens ne viennent pas là pour lire un essai sur 500 pages. Donc je me suis dit, bon, quelle histoire je vais pouvoir raconter et tout. Et puis j'ai eu l'idée d'abord, j'ai eu l'idée d'un fils qui perdrait son père et qui découvrirait le père. Et puis finalement, je me suis rendu compte que ce qui m'intéressait, c'était le personnage du fils. Et que le personnage le plus intéressant, c'est le personnage qui est mort, en tout cas dans l'histoire que je voulais raconter. Parce que c'est celui qui habite toutes les pages. Alors que Pascal, on le perd souvent finalement, il est là, mais il est un peu le vecteur. Enfin non, mais oui, on est avec lui, mais on regarde un peu derrière son épaule. Donc on est avec lui, mais on le regarde pas tout le temps lui. On regarde Sylvie, on regarde Béatrice, on regarde les gens qui rencontrent. Et donc mais à chaque fois, à côté de chaque personnage, il y a toujours Louis. Donc c'est à ce moment-là que je me suis dit que j'allais renverser un petit peu l'idée et que j'allais raconter l'histoire d'un père qui part à la recherche de son fils. Et là, je me suis dit, Et donc voilà, sujet difficile, mais parce que je trouvais qu'en termes tout à fait d'abord narratifs, la mort d'un fils, c'était déjà quelque chose d'hyper fort et qui allait... il faut aussi provoquer le récit, quoi. Je ne peux pas raconter juste... ils s'entendent bien, c'est chouette. Ça n'a pas de sens, ça n'a pas d'intérêt surtout. Et on s'emmerde vite. Voilà. Après, ce qui est superbe, c'est que le début du livre commence, on ne comprend pas tellement non plus pourquoi ils se suicident, puisqu'ils s'entendent. Et puis,
comment ça se fait que ce père ne connaissait pas bien ce fils, puisqu'ils s'entendent bien, en fait, tous les deux. Ils sont plutôt en bons termes. Le fils est plutôt sympa, bon élève, enfin, il a tout pour lui. Et donc, ce suicide, il est un petit peu complètement inattendu pour le père. Et toutes ces découvertes qu'il va faire, en plus, elles ne vont même pas le choquer. C'est vraiment une histoire d'amour entre deux, je trouve. Hein. C'est vraiment tout ce qui... Enfin, autre le déterminisme social, et on va en parler, je trouve que c'est vraiment très très beau. C'est aussi ce roman d'amour entre un père et son fils, non? Ça me fait très plaisir que vous disiez ça. Parce que oui, c'est une histoire d'amour en fait. Et donc souvent on me dit oh là là, mais le sujet est quand même la mort d'un enfant, ça parle de la mort d'un enfant. Mais non, ça parle pas de la mort d'un enfant, ça parle de l'amour d'un père pour son fils. Parce qu'on n'est pas là à rappeler. Oui, non, mais attends, je suis dans ma tête là. On parlait d'amour. Ouais. On parlait d'amour entre un père et son fils. C'est quelque chose qui vous touche peut-être, parce que c'est peut-être quelque chose qui est aussi un petit peu autobiographique sur cette relation père-fils peut-être. Je ne sais pas, hein, je vous pose la question. Oui, non, en fait, non. Donc déjà le roman est tout à fait une fiction, mais bien sûr que j'ai mis dans ce roman et dans cette fiction l'amour, le vrai amour pour le coup que je porte à mon père et que mon père me porte. Donc c'est là-dedans. C'est peut-être la seule chose de vrai que je raconte dans cette histoire. Mais finalement, déjà aussi, c'est aussi en termes narratifs important que cette mort soit inattendue et qu'elle soit une surprise parce qu'elle provoque du coup quelque chose. Si on s'y attend, c'est moins fort, forcément. Parce que, si Louis avait un cancer et qu'en phase terminale et tout, on s'y attend, c'est très triste. Mais ce n'est pas la même histoire parce que c'est l'histoire d'une mort annoncée. Alors que là, c'est l'histoire d'une mort provoquée en apparence sans aucune raison. Et là, il sera question d'aller étirer le fil pour trouver les raisons de cet acte. Et ce que ça m'a permis de raconter, c'est que finalement, quand on est enfant et quand on est parent aussi, on ne dit pas tout à sa famille en fait. Et moi, c'est un truc qui me travaille beaucoup. C'est que j'ai eu du mal à me rendre compte qu'on ne peut pas tout dire à sa famille comme on dit tout à ses amis, par exemple. Il faut en fait garder des parts d'ombre avec sa famille, des parts de... On peut pas, j'ai l'impression en tout cas, ou alors c'est juste avec la mienne, mais qu'on ne peut pas tout se dire non plus. Alors, je pense que c'est une réalité, mais là d'autant plus parce qu'il y a cette recherche du fils de sortir de ce milieu social. En fait, il le dit, il prétend à des grandes études, il fait tout pour. Et lui, c'est un lettré. Il est passionné de littérature, c'est même obsessionnel. Ouais. Son père, il travaille à l'usine, il est plutôt... il vit chichement, c'est l'homme dans sa virilité, pas caricaturale, mais presque. Donc ils sont vraiment dans deux mondes déjà différents, en tout cas dans deux aspirations différentes. Tout à fait. Mais ça ne rend pas le dialogue pour autant. C'est pas ça qui rend le dialogue impossible pour autant. Parce que Pascal, c'est quand même un homme intelligent, qui est pas, qui est un peu mascu-toxique et tout, mais en fait pas tant que ça, parce que c'est pas un mec non plus très menaçant. C'est un homme qui est un peu bourru, qui est d'une autre génération et tout, mais il n'est pas là à chercher la bagarre, quoi. Enfin, c'est ça que j'avais envie de dire. Oui. Et même quand il apprend l'homosexualité de son fils, il n'est pas, ça le choque pas, il n'est pas. Enfin, ça l'étonne parce qu'il ne le savait pas, mais il n'est pas. Oui, il ne le savait pas, mais en même temps, tout le monde se dit comment t'as pas pu le voir, quoi. Enfin, c'était un peu, lui, il s'en fout, quoi. Enfin, c'était clair. Enfin, ça se voyait un peu. Est-ce que ça se voit? Enfin, on rentre dans des débats. Bon. Oui, mais, c'est un autre débat. Oui, c'est un autre débat. Non, mais est-ce que ça... Oui. Disons que, on est plus ou moins surpris, on va dire. Et là, il n'y avait pas trop à être surpris, quoi. Donc Pascal, Pascal, en fait, il s'en fout. Donc quand on lui dit, il dit ah bon, d'accord. Et puis en plus, on apprend au cours du livre qu'il est quand même assez ouvert d'esprit parce que la mère quand il était avec la mère de Louis, elle avait beaucoup d'amis homo, donc ça le dérangeait pas non plus. Donc finalement, c'est pas un mec homophobe du tout, quoi. Et surtout un homme très doux, quoi, finalement.
Oui, mais par rapport à la région, parce qu'on va, on va y revenir, vous plantez toute cette histoire dans un décor que vous connaissez bien, je crois, puisque votre famille est originaire des Ardennes. Ouais. Donc c'est très beau, mais c'est très dur. On y est, hein. C'est vrai que dans le livre, vous plantez ce décor et toute cette ruralité avec tous les aléas, on va dire, de la ruralité, même s'il y a la beauté du paysage, il y a tout le reste aussi qui est dit dans le livre. Et toutes ces conditions aussi sociales et, dans lesquelles sont presque tous enfermés, en fait, non? Oui, parce que c'est la réalité d'un territoire aussi. Moi, je voulais ancrer ça. Pour moi, je trouve que c'est important d'ancrer son histoire dans un territoire, c'est-à-dire de ne pas raconter juste une histoire, mais raconter aussi un endroit. Et là, en l'occurrence, pour moi, c'était une évidence de commencer par les Ardennes, comme vous l'avez bien dit, parce que c'est de là que ma famille vient et que j'ai passé tous mes étés. Donc moi, j'y ai jamais vécu, mais j'ai beaucoup fréquenté les lieux que je décris, etc. Donc je les connais un peu par cœur, j'en connais un peu tous les recoins et tout. En même temps, c'est aussi une région qui est un peu où il y a une dualité, un peu comme Louis finalement, qui est un personnage un peu double. Les Ardennes, c'est aussi une région un peu double, c'est une région qui est très 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 belle, une région un peu vallonnée, plein de forêts, avec un folklore, un imaginaire, quelque chose de très vert, un peu une région à peindre, quoi. Ou à filmer, non? Ou à filmer aussi, wink. Non, oui, un peu, oui, ou à filmer, tout à fait. Mais, et en même temps, c'est une réalité. Je vais faire tout de suite le lien. Vous avez fait des études de cinéma Ouais. à Lyon, et je trouve que ça pourrait être un scénario de film. Oui. Franchement, il y a le intérieur, extérieur. On imagine bien ça tourné à la Xavier Dolan, ou non? Ouais. Je ne sais pas si vous l'avez fait sciemment ou si c'est que ça transpire, mais c'est cinématographique quand même, comme écriture aussi. Non, je ne l'ai pas fait sciemment parce que l'écriture... Alors moi, je fais du cinéma, mais moi, je reste dans l'écriture parce que moi, j'écris des séries. Et pas vraiment des films, mais ça reste de l'écriture en fait. Oui, donc moi je filme pas, j'arrive pas là avec ma petite caméra et un haut-parleur pour crier sur des acteurs. Mais l'écriture, elle est pensée déjà en film. Elle est forcément pensée en images, je pense, parce qu'on pense. J'ai l'impression qu'on écrit aussi avec des images. Mais en fait, je me permets énormément de liberté, de digression, qui sont pas possibles en fait dans un scénario. L'écriture de roman, c'est un exercice de liberté totale que j'adore. Et je trouve autre chose dans le scénario. On trouve aussi de la liberté dans la contrainte, etc. Mais là, en tout cas, l'écriture de roman, c'est une écriture tellement libre où on peut tout se permettre, on peut aller venir, passer d'un personnage à l'autre, d'une tête à l'autre, sans être au clair avec le point de vue. C'est un exercice qui est pas forcément très clair. Donc je me permets beaucoup de choses que je pourrais pas me permettre dans un scénario, par exemple. Mais c'est vrai que dans la construction, moi, ça me tenait à cœur d'écrire une histoire, en fait, pas juste de raconter un petit événement. Je voulais qu'il y ait un point A, un point B, un point C, et qu'on suive en fait ce personnage, cette histoire, mais l'histoire qui se raconte avec le personnage. Donc on le suit, il va d'un point A à un point B, à un point C, et il découvre des choses. Et à la fin, j'ai raconté une histoire qui donne envie de savoir la suite, etc. Pas juste c'est comme dans un scénario, quoi. Un film sans scénario, ça se voit. On y revient. On y revient. Oui, non, mais bien sûr, mais ouais. Oui, puis d'ailleurs, quand vous écrivez, donc le père part un texto, et puis après, il part vraiment à la quête des gens qui connaissaient son fils, et pour vraiment tout découvrir. Donc on rencontre plusieurs personnages comme ça. Et on ne peut pas tout raconter, sinon voilà, on va tout dévoiler du livre. Mais on a l'impression, quand on lit, on se dit oui, mais bon, c'est évident, je sais pourquoi il s'est suicidé. On le sait dès le départ. Eh ben non. C'est là où il y a cette... Ce retournement de situation. Oui, voilà, retournement de situation, cette chute, et qui est quand même inattendue, et qui... c'est pas un happy end, mais
trouve que c'est chouette d'avoir terminé comme ça parce qu'il y avait plein de raisons pour qu'il se suicide qu'on pouvait comprendre, mais celle-là, on l'avait pas vu arriver. Bah ouais, on l'avait pas anticipé et Louis non plus. En fait, c'est ça qui est très beau, c'est qu'en fait toutes les bêtises, qui est vraiment un euphémisme, mais toutes les bêtises que Louis a faites, il aurait pu. Tout ça était rattrapable en fait, jusqu'au jour où il se découvre en fait quasi déjà condamné, et c'est à ce moment-là qu'il se dit ah bon, à quoi bon quoi, à quoi bon se lutter contre, parce que c'est un personnage qui est tellement dans la lutte de son milieu, dans la lutte de genre, dans la lutte de classe, etc., et qui se dit à quoi bon continuer la lutte quand on sait ce qu'on saurait à la fin et qu'on ne va pas divulgacher. Est-ce que c'est un côté, c'est le côté sombre de cette lutte justement et de ce déterminisme social. Est-ce que vous y croyez vraiment que tout est déjà défini d'avance et que des fois on ne peut pas en sortir comme ça? Ou est-ce que vous, justement, c'était le côté sombre un petit peu Ah non, mais ça c'est vraiment le côté sombre de l'histoire, parce que de façon tout à fait personnelle, moi j'incarne le côté lumineux oui, moi. Parce que moi j'ai grandi dans une cité de banlieue parisienne, dans un quartier très populaire, dans des écoles primaires, collèges, tout ça, ZEP, zone d'éducation prioritaire, ça veut rien dire, mais bon, dans des quartiers chauds, des trucs où donc rien ne me destinait à l'écriture, sauf, je sais pas, j'aime pas le terme vocation, mais enfin si, je l'aime bien quand même un peu. Bon, mais j'avais envie d'écrire depuis tout petit, et voilà. Mais après ça c'est parce que, après ça, c'est aussi mes trucs, c'est parce que en venant d'où je viens, moi j'ai tout fait pour me pour me créer une place dans l'idéal républicain de la méritocratie, quoi. Donc comment vous avez fait? Il faut avoir des bonnes notes à l'école, c'est tout bête, hein, mais c'est ça où le truc, c'est là qu'il y a du privilège aussi, c'est que c'est pas donné à tout le monde, quoi. Moi, l'école, ça m'a jamais ennuyé, par exemple, alors qu'il y a des gens que ça ennuie royalement, et je peux comprendre. Mais moi, j'ai toujours eu des aptitudes pour ça, et je lisais ma leçon, le lendemain, je la connaissais. Vu que c'était facile, j'ai pu comme ça me conforter dans l'idéal méritocratique. Et à partir de là, voilà, quand c'est ce dont je me moque aussi un peu dans le livre, c'est que Pascal arrive dans ce lycée de riches, dans ce lycée un peu bourgeois comme mon lycée, qui était un lycée. Je suis allée dans un lycée très bourgeois de ma ville, en fait le lycée général, où tous les gosses de riches allaient, parce que c'était une ville avec beaucoup des riches, des pauvres et tout. Et comme Louis, vous étiez le prolo du lycée, quoi, c'est ça en fait. Peu, ouais. Le fils de prolo. Et quand je disais que je venais d'où je venais, on me croyait pas, quoi. On me disait. Vous osez même pas le dire, j'ai l'impression. Je venais d'où je venais. Oui, non, mais quand je disais que oui, c'est vrai. Non, mais quand je disais que je venais d'une cité, on me croyait pas. Et vu que je suis toujours un peu blagueur, on me disait très drôle, David, tu vois. Alors que c'était pas du tout une blague. Ouais. Et donc jusqu'à ce que les gens viennent chez moi et c'était ridicule, parce qu'ils avaient peur, quoi, limite. Ils m'appelaient, je suis en bas, et les gens bizarres et tout. Alors que bon, c'est pas du tout. Donc Pascal ressent un petit peu ce que j'imagine ont ressenti mes parents quand ils devaient aller m'accompagner au lycée ou des trucs comme ça. Où ils de ne pas être à leur place, quoi. Ouais, et en même temps, il y a cette espèce de fierté aussi. Oui, il y a une fierté, mais c'est pas ce que je veux dire. Il y a une espèce de... Oh putain, j'ai le mot en anglais, mais c'est insupportable, les gens qui disent des mots en anglais. Je suis pas sûre de réussir à le traduire, c'est ça le problème. Non, mais je vais trouver, on va trouver un mot. Non, mais je veux dire, il y a cette espèce de fiction, cette espèce d'idéal du pauvre qui réussit, tu vois, du pauvre qui a des bonnes notes, qui travaille bien, qui s'en sort, etc. Et qui fait que... et en fait, notre pays est un peu basé là-dessus, quoi. De plus en plus, je me rends compte, quoi. La méritocratie, c'est un truc hyper important pour nous. La télé joue beaucoup, vous en parlez dans le livre, hein, d'ailleurs. La télé et tout ce qu'on voit sur les téléréalités, ces rêves de célébrité.
et de s'en sortir juste en étant célèbre, en gagnant de l'argent. Ouais. Il y a beaucoup de ça dans le livre aussi. Ça c'est l'autre penchant, quoi. C'est comment est-ce qu'on, quand on peut pas convenir dans l'idéal méritocratique, comment on fait pour vraiment très bien gagner sa vie. Et j'ai découvert un auteur roumain il y a quelques semaines grâce à une amie qui s'appelle Panait Istrati, qui a écrit un livre qui s'appelle Codine, où il raconte l'histoire d'un jeune garçon dans un port en Roumanie et tout. Bon. Et c'est un écrivain francophone en plus, donc il écrit en français, mais il est roumain. Et dans ce livre, il décrit, donc le personnage principal est un enfant très pauvre, et il arrive devant un lycée, et le personnage appelle ça l'usine à vie facile. Et il y a vraiment quelque chose de ça. Quand on ne sort pas de l'usine à vie facile, comment on fait pour avoir une vie facile ? Ça me fait penser à parce qu'on va revenir au livre, hein, du coup, puisque vous en parlez. Ouais. Ça me fait penser à un passage que je vais essayer de retrouver, page 58, parce que j'ai l'impression de vous entendre parler. Je peux le lire ? Allez-y. Ce que Louis voulait, c'était la certitude. Un jour, on étudiait un texte de Duras, et dedans, il y avait une phrase « C'est une merveille d'ignorer l'avenir ». Louis était devenu foudrage. Sa vénération pour Duras ne l'empêcherait pas de trouver que c'était une phrase la plus idiote qu'il n'ait jamais lue, que c'est simple d'écrire ça quand on est déjà vieille. Ignorer l'avenir, c'est beau, quand l'avenir est plein de chance et de surprises et de succès, comme l'a été celui de Duras. Louis ne pouvait pas concevoir cette phrase alors qu'il a grandi au milieu de gens dont l'avenir était déjà tracé, dont le parcours pouvait se prévoir, sans surprise, où tout ressemblait à hier. Voilà, il avait peur de se noyer dans son futur. Donc c'est... Comme quoi, il y a une cohérence. Oui, c'est ce que vous disiez en fait. Je raconte pas n'importe quoi. C'est vraiment... Puis il y en a d'autres. Hein. On ne va pas lire tous les passages qui parlent de ça, mais il y en a d'autres comme ça où quand et puis ce mépris des autres élèves aussi un petit peu des fois qui ont toute cette facilité-là et qui même si eux n'ont pas la chance de savoir écrire comme vous ou des facilités d'apprentissage, auront quand même une belle vie entre guillemets. Exactement, oui. Vous voulez dire les gens qui fréquentent Louis au lycée ? Oui. Mais oui, parce que c'est encore une fois l'usine à vie facile. Donc en fait, dans les gens que fréquente Louis au lycée, ils iront dans une école de commerce chère, ils partiront de Charleville-Mézières, ce qui est déjà pas donné à tout le monde. Et c'est la galère principale de Louis qui se dit comment je vais faire en fait pour accéder à des études supérieures, parce que dans les Ardennes, il n'y a pas d'établissement de post-bac en fait. Donc il faut dire partir. Il faut partir. Ce qui veut dire location d'un logement. Exactement. Logement, nourriture, on n'est pas chez papa et maman. Et Louis, il pense même pas Paris, quoi. En plus, il pense Reims ou Lille. Et Lille, c'est vraiment le grand max, c'est-à-dire c'est déjà loin, c'est parce que pour quelqu'un qui vient des Ardennes et qui vient de Bogny-sur-Meuse et dont le père est ouvrier, Lille, c'est déjà hyper loin, quoi. Et c'est déjà la grande ville, comme peuvent le dire les gens. Donc Louis, techniquement, quand on regarde la grande image, la vision globale, il vise même pas si loin que ça, finalement. Mais c'est déjà une galère. Alors que les gens avec qui ils vivent, ils traînent au lycée, ce sera Paris, ce sera l'étranger, ce sera autre chose. Mais en tout cas, il a trouvé le moyen d'y arriver quand même. Il a trouvé le moyen de réunir l'argent et de pouvoir partir. Il a la possibilité, il a la possibilité intellectuelle, et puis il a trouvé la possibilité financière d'y arriver. C'est ça. Voilà, mais ça ne va pas être possible finalement. Ouais. Mais vous, puisque vous vous identifiez à Louis, et puis puisque vous avez un petit peu ce parcours qui n'est pas simple au départ. Comment vous avez réussi, faites-nous rêver, à écrire ce premier roman et à le faire publier chez Robert Laffont quand même ? Ça, c'est une bonne question. Mais déjà, pour l'écrire, c'est pas difficile. Il suffit d'écrire, ce qui est quand même... il faut quand on veut écrire. C'est pas un journal intime non plus. Non, c'est pas du tout un journal intime. Il y a plein de gens qui écrivent, mais bon, quand même. Bah oui, mais là, je veux dire, ça commence par ça quand même. Oui, bien sûr. Parce qu'il y a plein de gens qui disent oui, je vais écrire un livre, ça va parler de ça, etc. Et puis qui se mettent jamais à l'écriture, alors qu'en fait, il faut pas parler d'un livre, il faut écrire un livre et en parler après. Donc voilà, moi, un jour, je me suis dit envers et contre tous, n'est-ce pas ? Je vais prendre du temps
Et donc ça voulait dire 6 mois sans rien faire. Donc c'est-à-dire sans. C'était avant le confinement. Hein. C'était avant le confinement, oui, c'était en 2010. Vous n'avez pas été obligé. Non, c'était pas c'était pas subi, c'était totalement choisi pour le coup. Et c'était en 2017, 18. Donc vous aviez 21 ans à l'époque. J'avais 21 ans et je me suis dit, bon, cette année, pas d'études, cette année, pas de travail, cette année, écriture. Enfin, ce début d'année du moins. Mais je ne savais pas combien de temps ça allait prendre. Donc je me suis dit, on va peut-être étendre le visa d'écriture. Donc je me suis dit, voilà, on se pose et puis on écrit tous les jours. Et au début, je me suis dit, bon, voilà, un peu comme Dieu tous les jours, mais on s'arrête le dimanche. Puis finalement, je me suis dit, juste comme ça, je me suis mais finalement, quand on écrit, on a un peu le Dieu de son livre, hein, on a un peu le Dieu de son univers. Mais et là, je me suis dit, putain, le mec complètement mégalo, il se prend pour Dieu, non mais n'importe quoi, je dis n'importe quoi. Et finalement, contrairement à Dieu, je me suis, on est entre nous, on est au salon. Mais non, et contrairement à Dieu, je me suis pas arrêté le dimanche non plus parce que j'y arrivais plus. En fait, finalement, je me disais, le dimanche, je faisais ma journée et tout. Et puis à 17h, je me dis, oh là là, qu'est-ce que je fous de ma vie, j'ai pas écrit et tout. Et vous aviez le plan, en fait, ou vous c'est venu Non, j'avais les 2 premiers chapitres dans la tête et j'avais la grande histoire, c'est-à-dire quand même. Bon, vous saviez où vous vouliez aller, en fait, un petit peu. Je sais en tout cas, de quoi vous vouliez parler. Oui, ça oui. Mais je sais pas, je savais pas, par exemple, tous les personnages qui viennent après Adrien, c'est-à-dire après le chapitre 2, je les avais pas. Ils sont venus au fur et à mesure. Je me suis dit, bon, après Adrien, qui est-ce qu'il rencontre ? Après Inès, qui est-ce qu'il rencontre ? Enfin bon, et c'est venu au fur et à mesure parce que je me disais, voilà, quelle facette on va découvrir de ce personnage, mais aussi parce que l'incident déclencheur, c'est-à-dire un père qui perd son fils et qui va découvrir sa vie, bon bah disserte quoi. Enfin je veux dire, on n'a pas à inventer. Et puis moi je déteste faire des plans. Alors, je suis pas du tout un mec à plan, mais alors ça me sort par les trous de nez. Je sais pas me structurer. Et c'est ça le gros problème avec l'écriture de scénario, et c'est que ça me force à travailler contre moi-même parce qu'il faut tout structurer, que tout soit clair, que tous les enjeux soient écrits. Il faut que dans l'épisode 3, ce soit déjà fait. C'est plutôt bien réalisé quand même là. Oui, non, mais là c'est bien. C'est quand même bien structuré. Oui, mais encore une fois, la liberté totale d'écriture fait que et en plus, le truc c'est que ça, je l'écris dans mon coin. Donc en fait, personne m'attend. Alors vous l'écrivez dans votre coin. Je l'écris dans mon coin. Vous l'avez fini au bout de 6 mois. Vous dites c'est bon, là, je pense que c'est pas mal. C'est ce que je veux, en tout cas. Je l'ai fini au bout de 7 semaines. Ce qui allait très très vite. Non mais je m'étais donné 6 mois, ça a pris 7 semaines. Mais je vous ai dit de faire rêver, là vous allez faire peur. Non, mais... Pour les jeunes qui veulent devenir écrivains, qui nous écoutent et qui se disent pourquoi pas moi, cette semaine, c'est rapide. Oui, après c'était 7 semaines à faire que ça, hein, donc faire que ça, 7 semaines à écrire tous les jours, avec un quota. Je me donnais 1000 mots minimum par jour. Donc tous les jours. C'est au mot, c'est pas. C'est comme les sportifs, ils sont au pas ou c'était au kilomètre ou c'est au mot. C'était au mot, mais je faisais toujours plus, hein, évidemment, parce que je ne vais pas m'arrêter à 1000. Mais je me disais minimum 1000 mots. Et tant que tu n'as pas fini tes 1000 mots, tu t'arrêtes pas. Et une fois que tu as fini tes 1000 mots, tu peux vivre ta vie, boire des coups, faire ce que tu veux. Mais c'était quand même la discipline que je m'étais donnée. Puis finalement, 1000 mots tous les jours pendant cette semaine, ça fait vite 60 000 mots. Et 60 000 mots, c'est déjà un roman, quoi, finalement. Et sachant que je m'étais renseignée aussi beaucoup avant en disant comment se faire publier. Et pour se faire publier, il faut écrire un roman court. Parce que les maisons d'édition n'ont pas que ça à foutre. Comme ça, ils ont le temps de le lire. Comme ça, ouais. C'est ça ? Ouais, comme ça, ils ne voient pas un bloc. Parce qu'en plus, en page A4, c'est hyper impressionnant. Hein, parce que c'est un truc, c'est un paquet d'imprimantes, quoi. Tu te dis, ah putain, qu'est-ce que je vais. Dans quoi je me lance ? Et moi, je me mets à la place de l'éditeur qui voit un mec qu'on ne connaît pas, qui sort de nulle part, qu'on n'attend même pas. Comment vous avez réussi, du coup, à... Eh bien, j'ai envoyé. Alors, déjà, j'ai inondé les maisons d'édition de Colissimo, n'est-ce pas, par la poste. Et puis après, donc j'ai reçu plein de noms. Après, j'ai reçu un oui peut-être de Gallimard qui s'est retransformé en non, donc j'étais un peu déçue. Déjà, oui peut-être, ça fait quand même déjà plaisir. Non, mais ça faisait déjà super plaisir. J'étais trop contente. Enfin, j'ai eu 2 jours où j'ai pleuré ma race, et puis ensuite, c'était super. Oui. Et après, en fait, c'est parce que il y a une autrice qui m'a, que j'ai eu le contact d'une autrice qui m'a dit
Moi, j'ai publié un livre chez Robert Laffont, je peux le transmettre à mon éditrice. J'ai dit d'accord, et elle l'a fait. Et le PDF en plus, donc même pas la version imprimée. Et en fait, mon éditrice a mis 1 an à ouvrir le. Enfin, c'est une histoire complètement folle où mon éditrice a reçu le mail. Et comme d'hab, elle n'avait pas le temps, donc elle a fait autre chose. Et puis 1 an plus tard, elle faisait du ménage dans sa boîte mail. Et puis elle est tombée. Grâce au confinement, peut-être? Non, parce que c'est publié. Bon. Non, c'était. C'était. Oui, donc elle fait du ménage. 7-8 mois, ouais. Elle a trié sa boîte mail, puis elle est tombée dessus. Elle a dit qu'est-ce que c'est que ce truc? Elle a ouvert, puis elle a lu 1 page, 2 pages, 3 pages, puis elle l'a imprimé, puis elle l'a lu dans l'après-midi. Et à la fin de l'après-midi, elle m'a appelé et elle m'a dit on publie. Ce qui est quand même une histoire folle. Enfin, je veux dire, Dieu merci, on fait du ménage dans nos boîtes mail. Parce que, mais ouais, c'était une histoire assez folle. Et ça, c'était en juin 2019. Et elle m'a dit, par contre, je trouve que c'est un roman de rentrée littéraire, donc il faudra attendre la rentrée littéraire prochaine. Ce qui est plutôt chouette, d'être un roman de rentrée littéraire. Ouais. Ça veut dire qu'on vous attend un petit peu partout, qu'on vous met en avant aussi. C'est ça. Donc c'était une très bonne nouvelle. Donc moi, ça ne m'a pas du tout dérangé d'attendre 1 an, tu penses bien. Donc on a beaucoup retravaillé, on a laissé passer du temps, ça a maturé. Vous l'avez changé, la version un petit peu aussi? Non, on a changé beaucoup du style. Puisque c'était une première version, donc il faut retravailler, fluidifier tout ça, éviter les répétitions. Mais par contre, on n'a quasi rien changé à la structure. On a juste changé l'épilogue, qui est moins long, et est complètement différent pour le coup. Et j'ai rajouté un mini chapitre, parce que sinon, ça faisait trop. On m'a dit ça fait trop vite, il faut se calmer un peu. Donc je me suis dit, ok, moi, on me demande du calme, je donne du calme. Donc j'ai écrit un chapitre calme. Alors j'ai entendu quelqu'un qui faisait une critique de votre livre, plutôt positif, hein. Mais elle disait c'est un livre pour les jeunes. Je ne suis pas complètement d'accord, mais bon, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je trouve que c'est un livre vraiment pour les jeunes. Je pense que c'est pas ce qu'attendent les gens qui sont plus âgés. Ah, je sais pas. Moi, je pense que c'est un livre pour tout le monde. En plus, qui est raconté pour le coup du point de vue d'un mec de 50 ans, quoi. C'est-à-dire l'entité, enfin vraiment l'opposé de moi. Un mec hétéro de 50 ans, rural. Donc, c'est-à-dire... Par contre, ce qu'on lui raconte, c'est brut. Hein. C'est raconté à travers, comme vous disiez, par-dessus son épaule, on voit ce qui se passe, mais ce qu'on lui raconte, c'est très brut. Il y a beaucoup de sexe quand même aussi. Ouais. Enfin, moi, je trouve que c'était vraiment... alors, je ne sais pas si c'est que vous vouliez aussi montrer que toute cette ruralité, ce monde-là, cette société-là était vraiment beaucoup empreinte de sexe parce qu'il manquait d'autre chose, je ne sais pas, ou parce qu'il n'y a pas d'amour. En tout cas, l'amour manque un peu quand même. Non, moi je trouve qu'en fait je trouve que le sexe est hyper important, quoi. Oui, non, mais il n'y a pas de souci. En fait, je trouve que c'est l'une des choses qui nous réunit en tant que... Enfin, c'est l'une des choses qui nous fait en tant qu'être humain. C'est-à-dire qu'en tant qu'être humain, il n'y a pas tant de... Enfin, on a certains rapports aux choses, mais il n'y a pas tant de choses que ça qui nous réunissent tous. Par exemple, on a tous un rapport à la religion. Même ne pas avoir de rapport à la religion, c'est avoir un rapport à la religion. Et en parallèle de ça, on a tous aussi un rapport au sexe. Que ce soit une absence de sexe, une pléthore de sexe, un peu de sexe, pas trop de sexe, homosexuel. Bon, on a tous un rapport à la sexualité parce qu'on a tous un rapport au corps et au désir. Et ça, c'est des questions qui me travaillent beaucoup. Et donc, je voulais aussi explorer l'explosion d'un désir, du désir d'un adolescent dans un milieu où ce désir-là n'est pas facile à obtenir, quoi. Oui, mais est-ce que le fait qu'il soit homosexuel ne change pas aussi pas mal son rapport au sexe aussi? Bah si, je pense. Et puis surtout, parce que quand même, il y a des choses qui sont vraiment liées à l'homosexualité dans ce qu'il rencontre, avec ses rencontres. Oui. Non, bien sûr, ça aurait pas. Enfin, je pense que le livre n'aurait pas été le même si Louis avait été un personnage hétéro. Mais ça m'intéressait pas. Et après, je sais pas. Ce qui m'intéressait aussi, c'était comment on fait pour
enfin, Louis, il est un peu désespéré. Enfin, c'est pas qu'il est désespéré sexuellement, mais en province, c'est très difficile d'être homosexuel, j'ai l'impression. Parce que déjà parce qu'il y a moins de gens, quoi. Et quand il y a moins de gens, il y a moins de possibilités de. Et moi, c'est quelque chose que j'ai jamais vécu parce que ayant grandi en banlieue parisienne, mais c'est quand même Paris. Bon, bah ça, cette question-là se pose pas pour moi. Donc rencontrer des garçons, c'est pas un problème. Alors que quand on habite dans un village, c'est, déjà on est visible, c'est-à-dire en tant que l'homo du village. Donc ça déjà c'est quelque chose d'ostracisant quelque part, même si c'est pas forcément mauvais comme dans le lit finalement, c'est quand même déjà un peu ostracisant, on n'est pas pareil, on est un peu à la marge, on est chelou, on est un peu trop féminin, un peu trop comme si, en fait on n'est pas normal. En tout cas, c'est pas normal, pas normé. Alors que dans l'anonymat de la ville, les normes n'existent quasi pas, quoi. Donc, moi, je le vois dès que je vais chez mes grands-parents, je ressemble à personne, quoi. Ouais, il y arrive quand même, hein, mais il n'arrive pas à trouver l'amour en tout cas. En tout Non, cas, il ou arrive son pas à amour, trouver l'amour. il est loin. Bah, Il tombe amoureux. Ouais. Mais c'est pareil, c'est pas quelqu'un qui. Enfin, c'est pas vraiment possible parce qu'il n'est pas là, parce qu'il faut aller plus loin, parce que. Bah, c'est ça. Et donc, c'est pour ça qu'il se rue sur les premiers individus qui correspondent un petit peu à un idéal ou avec qui il pourrait construire quelque chose. Mais en fait, ça, c'est aussi. Mais bon, voilà, ça fonctionne pas. Parce que, et puis à 18 ans, qui tombe amoureux à 18 ans, enfin, moi, ça me fascine. Je sais pas. Non, mais si, il y a plein de gens qui tombent amoureux à 18 ans. Oui, je pense, hein, quand même. Mais J'espère. en tout cas, moi, je suis encore jamais tombée amoureux, par exemple. Donc c'est quelque chose qui me travaille aussi et qui allait évidemment se retrouver dans ce premier roman-là. Mais c'est des questions que je me pose, qui me sont très très personnelles, où je me dis, est-ce que, comme Louis, est-ce qu'on va rencontrer quelqu'un, est-ce qu'il faut aller plus loin, est-ce qu'il faut partir, est-ce qu'il faut aller à l'autre bout du monde, on ne sait pas, quoi. Alors que j'ai l'impression que quand on est hétéro, voilà, on sort avec la première meuf qui passe parce que c'est sympa, quoi, et parce que ça fait une expérience. Puis après on se dit ah non, elle en fait non. Puis on part à la fac et on rencontre une autre meuf et on se dit ah tiens. Tu vois, il est hyper rêveur aussi, ce Louis. ouais. Parce qu'il regarde la télé, il regarde Chasseur d'appartements, là, et il se voit tout de suite faire le même boulot. Il regarde The Voice, il se voit chanteur. Bien il sûr. a ce côté aussi... il se projette. Oui, il se projette, et puis il a ce côté magique, quoi. Il y a la magie, elle est ailleurs, il y a côté magique dans l'ailleurs, dans ce qui n'est pas à côté de chez lui, quoi. Il est à portée de main, non? Oui, parce que les Ardennes, c'est le quotidien pour lui. Et dans le quotidien, surtout dans le quotidien adolescent, en fait, il se passe rien. C'est terrible. Il ne se passe strictement rien, quoi. Donc, et à la fois, c'est l'explosion de plein de choses et tout. Sauf qu'on n'est pas du tout c'est pas du tout dans un cadre excitant. Enfin, moi, en tout cas, mon adolescence, c'était pas du tout dans un cadre super excitant et tout. Moi, j'allais au lycée, j'entrais chez moi dans ma cité, et puis, mais il n'y avait pas je sais pas, c'était. Alors que, et d'ailleurs, en prenant le train pour venir ici, le train qui part de Paris-Austerlitz, il prend la même ligne que quand je vais chez mes parents. Donc en fait, je suis passée en train devant chez mes parents, devant l'immeuble de chez mes parents, pour venir à Limoges. Et je me disais, mais c'est quand même dingue. Et je sais pas, ça m'a hyper émue parce que j'étais là et je me suis dit, ok, donc là, moi, je vais chercher un prix à Limoges et ma mère, elle est là-bas, tu vois. Et limite, je pouvais la voir par la fenêtre, quoi. Donc je me disais, c'était hyper émouvant parce que je me suis dit, j'ai passé mon enfance là, j'ai passé mon adolescence là, en fait, tellement d'années où il ne s'est pas passé grand-chose finalement, alors que maintenant, adulte, qu'on arrive dans ce qu'on appelle une vie rapide, où il y a plein de choses qui se font, je rencontre des gens tous les jours à la Fémis, et j'ai un deuxième roman qui va se faire. La Fémis, c'est l'école de cinéma. L'école de cinéma à Paris, oui. Et puis, il y a des producteurs, il se passe plein de choses et j'ai pas le temps de m'ennuyer et moi je déteste m'ennuyer. C'est peut-être ça ce que voulait dire cette jeune femme qui faisait la critique de votre livre en disant que c'était un livre peut-être pour les jeunes, parce qu'elle se reconnaissait peut-être dedans, dans cet ennui, peut-être, je sais pas. Mais est-ce que c'était une jeune qui l'a écrit, qui l'avait écrit la critique, oui. Ah ok. Ouais. Ben non, mais... Alors après, moi, je trouve que c'est un livre pour tout le monde parce que je trouve que justement, tout le monde peut apprendre plein de choses. Ouais. Mais alors, vous parliez du prix.
Ouais, Vous êtes venu chercher un prix ici. c'est ça. Alors, premier roman et déjà un premier prix. Ouais. Donc, c'est le prix Régine de Forges. Ça vous a fait quoi d'apprendre que c'était vous qui l'avez obtenu? Déjà, ça m'a fait très plaisir. Alors en plus, c'est techniquement, si on parle dans la technique, c'est mon deuxième prix parce que j'avais reçu un prix des lecteurs du Leclerc un Leclerc qui s'appelle Atout Sud, quelque part vers Nantes. Donc voilà, on les remercie, on les embrasse surtout. Oui, là, premier gros prix et tout, déjà ça fait évidemment super plaisir. Et moi, j'y croyais pas trop. Donc j'étais déjà super content d'être sélectionnée, donc c'était chouette. Mais j'y croyais pas trop. Je me disais, est-ce que ce livre. Je me suis vraiment posé la question. Je me suis dit, est-ce que ce livre est vraiment primable? Est-ce qu'on va donner est-ce qu'on va donner un prix à une histoire de suicide d'ado, quoi? Enfin, je veux dire, c'est vrai que le sujet est hyper dur. Je crois qu'un de leurs éléments premiers pour qualifier, pour donner un prix, c'est l'audace. Je pense que c'est ce qu'ils retiennent en premier. Enfin, il me semble, avoir compris que c'était aussi ça, surtout, qui primait. Okay. Donc peut-être que c'est cette audace-là qui vous a servi, en plus de l'écriture. J'espère. Non, mais oui, c'est un livre. Non, mais après, je ne vais pas dire moi-même que c'est un livre audacieux parce qu'on n'en est pas là dans la modestie. Mais c'est. Non, mais c'est audacieux parce que le sujet ne fait pas envie, clairement. Ouais. Non, on se dit, oh là là, je vais ouvrir le bouquin. Je sais pas, moi, ça me faisait envie un peu. Hein? Moi, ça me faisait envie un peu. Et oui, mais alors. Moi, je me disais, j'ai envie de savoir. Parce que, en fait, c'est ça que j'ai envie de créer. Alors, ça dépend si on veut. veut savoir ce qui se passe, ce qui s'est passé, quoi. Pourquoi un tel événement? Pourquoi un truc aussi tragique? Pourquoi ce gamin? On a le même problème avec les films. Il y a des gens qui ont envie de voir des films un peu plus glauques, et d'autres un peu plus optimistes ou. Mais le pire, qui font rêver, comme on l'entend. Mais le pire, c'est que je trouve que c'est un livre hyper optimiste. Malgré son sujet hyper dur et tout, ok, il y a un ado qui meurt et tout, bon, c'est terrible. Mais c'est un livre plein d'amour, plein d'espoir, il y a de l'humour en plus, et souvent les gens me disent, ok, j'ai chialé à la page 3, mais on s'est quand même bien marré avec Sylvie Latuile. Et ça me fait toujours un peu plaisir. Parce que Sylvie Latuile, elle est drôle. Enfin, moi, j'ai adoré écrire ce personnage. Limite, j'écrivais, je me faisais glousser, tu vois, tout seul dans mon ordi, comme ça. Même, il y a des expressions qu'on retrouve comme la constellation d'emmerde. Moi, je trouve ça chouette. Je pense que je vais la replacer. Ouais, mais la constellation d'emmerde, c'est une expression de mon oncle qui, un jour, j'étais à table chez mon oncle à Paris et on parlait de quelque chose et tout, et je lui dis, oh là là, mais ça a l'air terrible, et il m'a dit, oula, si tu savais, ça n'est qu'une poussière dans une constellation d'emmerde. Et j'ai trouvé cette phrase, mais à hurler de rire, et je l'ai noté tout de suite. J'ai un fichier notes. Je note tout ce que les gens disent de drôle, de poétique, d'un peu magique, d'un peu qui sort de nulle part, mais qui est trop beau. J'ai un fichier notes dans mon téléphone qui fait Paris-Limoges, tu vois. Et je me sers de ça. Donc à chaque roman, je n'ai pas encore écrit le deuxième, mais pour le deuxième, j'ai le fichier notes qui commence à être déjà bien rempli avec des phrases drôles, des situations, des trucs où je me dis, c'est vrai que c'est ce qui rend le côté moins dramatique du récit. Mais c'est vrai que quand même, on ne peut pas dire que ce soit optimiste parce que, alors, il y a cet amour qui est vraiment chouette, je trouve, entre le père et le fils. Et cette découverte de son fils, malgré tout, même s'il n'est plus là, finalement, il l'a vraiment découvert, il a vraiment pris le temps. Trop tard peut-être, mais bon, c'est déjà ça, on va dire. Et il l'aime. Il l'aime depuis le début, on le sait. Mais, vous ne trouvez pas ça optimiste? Hein? Vous ne trouvez pas ça optimiste? C'est de l'amour, c'est chouette. Bah oui, mais après, c'est optimiste, l'amour, il y a tout ce déterminisme social qui est très fort et qui est très dur, je trouve, qu'on retrouve quand même dedans et qui là, n'est pas optimiste, quand même. Non, mais Parce que même tous les personnages, ils sont quand même... quand même bien ancrés là-dedans. Oui, mais en même temps, ils sont... sortir du lot. Ils sont jamais mécontents, quoi. La pharmacienne, à la fin, qui était médecin... Ouais, la pharmacienne qui était médecin, mais la pharmacienne qui était médecin, c'est un personnage aussi un peu cruel, donc quelque part qu'il a bien cherché, quoi. Enfin, bon, moi, en tout cas, quand j'écrivais Béatrice, je me disais, quand même, elle l'a quand même bien cherché. En fait, c'est quand même une grosse capitaliste de droite, quoi.
Ah oui, c'est horrible ce qu'elle dit. Ouais, c'est terrible. C'est même sur ses enfants. Mais oui, c'est des monstres. Alors, elle dit, alors Louis, donc elle parle de Louis parce que lui, il forçait le respect, tout le monde l'aime, ce Louis. Ouais. Elle aurait tout donné pour avoir un fils pareil. Ses fils, à elle, restaient des branleurs, qui avaient bien suivi les conseils de papa, avaient obtenu des notes moyennes dans les écoles privées super chères, qui avaient bien intégré que dans tous les cas, ils étaient blindés. Rien ne pouvait l'agacer plus. Elle qui avait dû se battre contre ses parents, contre son père et la télévision, sans arrêt allumé, hurlant avec ses copains de concert, avec sa mère, qui leur hurlait d'arrêter d'hurler, sa mère reléguée au statut de bruit ambiant. C'est l'histoire qui continue, hein ? Oui, exactement, mais différemment. Parce que justement, on a ce personnage qui a commencé plein d'idées. Enfin, ce qui est, je pense, émouvant dans ce personnage, c'est qu'elle a commencé plein d'idéaux, plein de frénésie, où elle s'est engagée, elle a fait 10 ans d'études pour s'engager chez Médecins sans frontières et tout. Et puis finalement, elle rencontre un mec qui fait de l'immobilier, quoi. C'est quand même la plaie. Donc, c'est vous qui le dites. Non, je rigole. Non, on embrasse tous les agents immobiliers de France. Il faudra bien se loger un jour, n'est-ce pas? Non, mais non, mais elle rencontre un agent immobilier qui l'a fait revenir dans les Ardennes. Donc déjà, elle se dit l'enfer. Et puis, elle ouvre son cabinet. Et en fait, elle est médecin au départ. Elle est médecin généraliste, mais elle découvre, enfin, ce mec qu'elle rencontre, avec qui elle fait des enfants et tout, la transforme en une espèce de monstre capitaliste. Enfin voilà, qui cherche que la thune, quoi. Sauf qu'on est dans une région déjà sinistrée, enfin bon, voilà, désindustrialisée. On est dans un vrai désert médical aussi. Ça me tenait à cœur d'en parler parce qu'il n'y a pas de médecin. On sent tout ça, on le sent vraiment. C'est comme une chape de plomb et elle profite c'est quelqu'un qui va profiter de cette absence de médecin pour faire des honoraires de fou, mettre en place, enfin voilà, pas mettre le tiers payant, enfin des trucs qui sont pas cool quand on sait la difficulté de la région et que la moitié des gens du coup ne vont pas aller vers cette médecin. Moi j'y suis arrivée, maintenant je suis pas là pour vous aider. Oui voilà, moi je m'en suis sortie, mais bon. En même temps on la comprend parce qu'elle déteste cette région, quoi, parce que il y a aussi des choses, enfin je pense que voilà, il y a aussi des choses détestables dans les Ardennes, mais comme partout, quoi. Et elle a un ressentiment de son enfance, de son adolescence, où on l'a brimée, et elle a dû s'en sortir toute seule. Et donc là, elle revient, c'est un peu comme une revanche en disant, voilà. Vous avez des petits Garennes, comme vous dites, parce que c'est l'expression que vous employez dans le livre, qui l'ont lu, ce livre ? Parce que c'est-à-dire des enfants ? Des enfants, des jeunes ou des gens des gens des Ardennes, en fait, des Ardennois qui l'ont lu. Des Ardennais. Des Ardennais ? Ouais. Qui l'ont lu ? Je crois pas, je sais pas. Parce que j'imagine que leur ressenti peut être mitigé, parce que vous plantez un décor aussi qui est très beau, hein, mais très dur. Une région aussi très rurale. En fait, Oui, après, c'est une région très rurale. Hein. J'allais pas. Oui, bien sûr. Le but aussi de décrire ce territoire-là, c'était d'en décrire la réalité. Et cette réalité-là est pas facile. Donc, j'allais pas écrire un truc facile pour faire plaisir aux Ardennais qui voient Rimbaud détester les Ardennes, par exemple, qui est quand même le poète, l'écrivain ardennais. Charles-Mézières. Ouais, il est né là-bas et même s'il y revenait, il détestait les Ardennes, quoi. Donc, il a écrit des choses merveilleuses dessus, mais aussi des choses moins fun. Et puis, donc non, moi, pour moi, c'était normal. Après, j'ai pas eu beaucoup de retours. Je devais faire des rencontres et tout. Et puis, avec le Covid, tout ça a été annulé, etc. En revanche, il y a vu que les Ardennes sont une région à cheval sur la France et la Belgique, il y a plein d'Ardennais belges qui m'ont envoyé des messages sur Instagram pour me dire c'est super et tout, donc ça me faisait trop plaisir. Mais ouais, j'ai eu beaucoup de réactions belges et pas vraiment de réactions du côté français. Enfin, je sais pas s'ils l'ont lu, je sais pas. Et vos parents, votre papa du coup, qui est originaire de là-bas, lui, il en a pensé quoi ? Mes parents sont fans. Ils ont pas le choix d'un côté parce que je leur mets le couteau sous la gorge. Et non, mais ils ont adoré le livre. Ma mère l'a lu 10 fois. Elle l'avait déjà lu parce que j'avais fait un manuscrit papier
Je Elle vous l'avais- a bien demandé, c'est pas autobiographique. Ouais, non, mais Hein ils étaient super flippés que ce soit autobiographique. Déjà, dans les deux premières ébauches dont je vous parlais plus tôt, que je leur avais envoyé, c'était là, mais qu'est-ce qu'il raconte et tout, genre c'est horrible. Où est-ce qu'il a vu ça? Ouais, où est-ce qu'il a vu ça? Ils m'ont dit, mais qu'est-ce qu'on a raté? Enfin, c'est aussi quelque chose que les mots peuvent provoquer et que la littérature peut provoquer, ou pour les proches. Parce que là, les lecteurs qui me lisent, je suis un inconnu, donc c'est mes parents, mon frère, ma sœur, qui lisent ce livre, ils se disent, mais... Et mes parents m'ont vraiment demandé, mais c'est comme ça que tu vois la vie, c'est comme ça que... Mais ça fait un peu l'effet du papa dans le livre qui découvre son fils autrement, avec Mais c'est ça. par un autre biais, un autre médium en fait. Comme j'aime le dire, c'est une porte vers l'écriture, c'est une porte vers le moi intérieur. Et je pense que c'est pour ça que ma mère a adoré lire le livre, c'est que c'est une vraie porte d'entrée vers le moi intérieur de son fils, à laquelle quand on n'écrit pas, on n'a pas forcément accès en fait. Les livres disent ce que les vivants n'osent pas dire. Tout à fait. Ça, c'est pas de moi, c'est Godard. Godard, hein. Ouais, c'est Godard. Ça. mais Godard n'a pas dit que des conneries, n'est-ce pas? Non, c'est une phrase qui résonne en moi très très fort. Ce que je vous disais au début, en fait, on ne peut pas tous dire, quoi. Par contre, on peut tout écrire. Ça, on ne sait pas. Si, on peut. Si. Je vous assure, on peut tout écrire. D'ailleurs, c'est même quand j'écris et que je me dis, oh, je devais vraiment pas écrire ça. Et bien, c'est précisément là qu'il faut que je l'écrive parce que c'est là que je fais des choses bien, où je me dis. Et en fait, généralement, quand je me dis, il faut pas que j'écrive ça, c'est parce que moi, je projette un truc sur ce que j'écris, qu'en fait, les gens qui le lisent projettent pas du tout. Mais c'est pas forcément là où vous attendez c'est ça. les réactions. Donc, que vous en avez le plus. Exactement. En fait. Donc moi, des fois, j'écris un truc en décrivant précisément un truc que quelqu'un m'a fait ou quoi. Et en fait, c'est pas du tout. C'est pas du. Les gens. Plus, oui, et puis en fait, les gens s'en souviennent pas. Donc moi, je mets mes propres fantasmes, mes trucs dessus, et je me dis, faut vraiment pas que j'écrive ça, il va m'en vouloir et tout. Puis finalement, les gens s'en foutent, quoi. Qu'est-ce que vous voudriez qu'on retienne de ce livre? Si vous voulez vraiment qu'il y ait une chose. Moi, j'aimerais qu'on retienne. C'est une bonne question, tiens, dis donc. Je vous remercie. Ouais, non, vous faites bien votre travail. Moi, j'aimerais qu'on retienne le style. Parce que c'est tellement travaillé, on l'a tellement repris dans tous les sens. Moi, j'aimerais bien que les gens se rappellent qu'il reste le flot de l'écriture, quoi. Et ponctué de petites phrases un peu piques, comme ça. C'est ce que j'essaie de faire, humblement. Et c'est ce que vous allez faire pour le prochain? Vous êtes en écriture du prochain? Non, pas encore, parce que j'ai pas le temps, mais je prends le temps très vite, là, cet été. Je prends le temps et je l'écris cet été. Vous l'avez déjà un peu écrit dans votre tête, non? Ah oui, il est écrit dans la tête, ouais. Il est écrit comme Louis veut partir était écrit au début, c'est-à-dire grosse situation initiale, et ensuite on verra. Et puisque personne nous entend, c'est quoi le sujet? Le sujet, ça va raconter... je vends vraiment la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Hein. Mais non, là, le sujet... Non, mais on sait bien que vous pouvez dire ce que vous voulez comme sujet. Ça ne changera rien. Je vais en inventer un, alors. Non. Non, ce que je veux dire, c'est tant qu'on n'a pas lu le livre, on peut avoir... Oui. Après tout, des fois, toutes les histoires parlent de la même chose, d'amour, et finalement... Oui, c'est vrai. Non, mais là, en tout cas, comme elle est dans la tête, l'histoire, ça raconte l'histoire de trois femmes qui sont donc, grand-mère, mère-fille, à Manosque, en Provence, dans le sud-est de la France, dans les terres, de nos jours. Et ça raconte l'histoire de ces trois femmes qui vivent ensemble. Et la grand-mère qui a un peu Alzheimer, qui est un peu folle dingue, un jour se perd et est ramenée au travail de sa fille, donc la mère, qui travaille dans un Pimki, au Pimki de la zone industrielle de Manosque. Et alors que la grand-mère attend patiemment que sa fille termine son travail au Pimki, la grand-mère voit la Vierge. Et elle va revenir tous les jours pendant... Excusez-moi, déjà c'est... Voilà, quand je vous dis grosse situation initiale, elle voit la Vierge. Et la grand-mère va revenir tous les jours pendant 7 jours. Et elle va voir la Vierge tous les jours, tous les après-midi pendant 7 jours. Et peu à peu, les choses, ça va commencer à se savoir. Et puis il y a des gens qui vont venir et qui vont assister au spectacle. Qui vont voir la Vierge aussi? Non, ils vont pas voir la Vierge, mais ils vont sentir une espèce... comme une hallucination collective. Et on ne sait pas vraiment si c'est vrai ou pas. Ils vont sentir une espèce de paix, une espèce de bonheur, une espèce de joie dans l'air. Et il y a surtout cette dame qui regarde la Vierge et qui lui parle et qui lui raconte des choses, etc. Et il se trouve d'ailleurs que la Vierge est noire
et que la grand-mère va finir par... Enfin voilà, un jour la Vierge ne se montre plus et la grand-mère va devenir une star internationale parce que ça devient... Enfin, avec les réseaux sociaux, tout va être amplifié. Et on saura que la Vierge est apparue à Manosque. Et du coup, Manosque, pendant cet été caniculaire, va devenir le centre névralgique de la foi catholique mondiale. Et voilà, donc ce sera sur la fachosphère. Enfin voilà, c'est l'idée. Bon, il faut aller l'écrire parce que maintenant, on veut savoir la suite. Voilà, donc maintenant, mais moi aussi, je veux savoir la suite, donc il faut vraiment que je l'écrive. Et voilà, et tout en parlant de la relation de ces trois femmes. Et de cette femme, enfin voilà. On reste toujours dans des relations filiales, hein, quand même. On reste toujours dans une relation filiale. Ouais. Voilà, j'essaie d'identifier, pour écrire, j'essaie d'identifier les grands phénomènes de l'époque, les grands phénomènes qui font qu'on est aujourd'hui et pas il y a 50 ans. Et qui touche votre génération aussi, peut-être. Et qui touche ma génération, mais tout à fait. Donc, vous avez 24 ans, je ne sais pas si on l'a rappelé, mais vous êtes quand même jeune. Donc, il y aura un personnage de mon âge, la fille, la mère qui a 50 ans, un peu comme Pascal. Et là, je rajoute... Je croyais que vous alliez dire un peu comme vous. Non, non. Vous sortez de l'école. Vous êtes en quatrième. C'est ça. Mais, et puis, il y aura... Et là, je rajoute un personnage de grand-mère. Donc, on va encore plus dans 3 images. Un personnage qui me tient particulièrement à cœur parce que je m'inspire beaucoup de ma grand-mère maternelle qui avait Alzheimer. Donc j'ai très envie de raconter comment essayer de me mettre dans sa tête les pertes de mémoire, comment on se... Et d'ailleurs j'ai un peu les boules parce qu'il y a ce film de Florian Zeller, là, The Father, qui va sortir en France, qui a eu l'Oscar du meilleur film du meilleur scénario cette année, qui raconte l'histoire qui filme l'Alzheimer. Ça a l'air brillantissime, donc on attend Christine Marot, et qui filme les pertes d'esprit et tout. Donc ça, je vais me ruer dessus parce que ça va beaucoup m'inspirer, je pense. Il ne faut pas avoir peur, c'est bien. C'est justement, ce sera des mondes qui se rencontrent. Oui, c'est exactement. Mais je me dis, tiens, il y a vraiment un truc à faire là-dedans parce que c'est un sujet qui intéresse. Oui, et puis qui est actuel et dans l'oubli, il y a quelque chose de bouleversant. On est pressé, on a hâte. Je vous remercie pour cet entretien. Merci à vous. Et puis, je vais vous laisser repartir avec votre prix alors. Ouais, demain. Lauréat du prix Régine Deforges. Et puis, on retrouve votre livre donc, chez Robert Laffont. Louis veut partir, David Fartems. Merci. Merci.